François. Éric Laurent, journaliste, spécialiste des questions internationales, auteur d'enquêtes à succès, souvent. Le dossier secret chez Orban en 91 pour dénoncer les dessous de la guerre du Golfe. La guerre des Bush chez Plon en 2003. Les relations de la famille Bush avec l'entourage de Ben Laden et Saddam Hussein. Le monde secret de Bush chez Plon en 2004. La religion, les affaires, les réseaux occultes. La face cachée du 11 septembre, réquisitoire contre les ambiguïtés américaines. Et vous publiez aujourd'hui, toujours chez Plon, un livre qui s'appelle toujours la face cachée, mais cette fois la face cachée du pétrole. Alors, dans l'avant-propos, vous dites « L'univers du pétrole est exactement de la même couleur que ce liquide tant convoité, noir ». Je crois qu'il faut d'abord expliquer que le pétrole, c'est la clé du monde contemporain, mais depuis toujours. C'est-à-dire que c'est pas seulement une matière première qu'on extrait, je veux dire, profondément parfois, c'est aussi un certain nombre de secrets, de mensonges et de manipulations qui sont soigneusement cachés, mais depuis des décennies, aux opinions. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de crocheter les portes et de découvrir la vérité cachée derrière la réalité officielle. Alors, vous commencez avec le fameux choc pétrolier de 1973, et vous affirmez, et c'est un scoop, il n'y a jamais eu de véritable pénurie de pétrole. Les pays producteurs n'ont jamais imposé leurs lois. C'est un gigantesque bluff. En fait, ils s'étaient secrètement entendus avec les compagnies pétrolières pour faire quadrupler le prix. En 1960, on crée l'OPEP, donc les pays producteurs créent l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Entre 1960 et 1973, malgré leurs efforts constants, jamais les pays producteurs ne réussiront à augmenter même de quelques centimes le prix du baril. C'est impossible. Simplement, il se passe un événement considérable en 1973 qui passe totalement inaperçu. Et il y a là un homme d'ailleurs qui a fait une déclaration qui s'appelle David Rockefeller, qui est à l'époque probablement le personnage le plus influent du monde des affaires. C'est l'héritier de la dynastie Rockefeller. Et il est le président de la Chase Manhattan Bank. Et donc, aussi le plus gros actionnaire d'Exxon, la première compagnie mondiale de pétrole. Et il dit en 73, en juin 73 à Rome, les compagnies pétrolières vont avoir besoin, dans les prochains mois, d'énormément, effectivement, de cash flow et de besoins financiers. Et il chiffre même ça à 3 000 milliards de dollars. Pour une raison très simple, en réalité. C'est qu'à l'époque, les grandes compagnies pétrolières sont dans une situation très, très difficile. Mais qu'elles cachent soigneusement. Pourquoi ? Parce qu'elles ont des investissements énormes à effectuer. Notamment en mer du Nord. En mer du Nord, où il y a en effet, donc effectivement, de la construction de plateformes offshore très compliquées, technologiquement très qui coûtent une fortune. C'est la même chose effectivement pour le pipeline en Alaska qui doit être construit, qui va coûter 10 milliards de dollars. Toutes ces grandes compagnies sont prises à la gorge. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'elles ont encouragé les pays producteurs à augmenter le prix du pétrole. Et ce que vous dites, Éric, donc, c'est qu'il n'y a pas eu, en fait, de position unilatérale de la part des pays producteurs, c'est qu'ils se sont entendus avec les compagnies pétrolières pour augmenter les prix, ce qui a fait évidemment la fortune des compagnies pétrolières. Ce qui a fait la fortune des compagnies pétrolières et ce qui a fait également la fortune des pays producteurs, mais une fortune tout à fait factice dans la mesure où ces pays producteurs, de toute façon, effectivement, n'avaient pas les moyens d'absorber ces surplus pétroliers et c'était encore, en fait, un signe de vulnérabilité supplémentaire parce que ces pays producteurs ont été contraints de placer justement leurs excédents pétroliers dans les grandes banques occidentales, américaines, britanniques, et donc elles étaient dans une situation de dépendance accrue, dans la mesure où, en effet, du jour au lendemain, les États-Unis, la Grande-Bretagne, les pays occidentaux auraient pu geler ces avoirs. Donc, ça n'a jamais été le cartel que l'on raconte et cette puissance pétrolière que l'on a décrit. Jamais. Ça, c'est un premier point. En fait, c'était une entente illicite, quoi. Voilà. Alors, Éric Laurent, vous expliquez comment les USA ont utilisé l'arme du pétrole saoudien pour provoquer l'effondrement de l'URSS. Oui, parce que nous sommes en 1980 et arrive au pouvoir à Washington, donc l'administration Reagan, tout le monde se rappelle les déclarations de Reagan, l'axe du mal, etc. Et vraiment, l'objectif essentiel, c'est vraiment de mettre à bas donc l'Union soviétique. Et il y a surtout une découverte qui a été faite par certains collaborateurs de Reagan, notamment un que j'ai rencontré à plusieurs reprises, qui s'appelle Roger Robinson, qui est un économiste. Et il a découvert, en comptabilisant effectivement toutes les rentrées en devises fortes de l'Union soviétique, qui est un empire, il faut le rappeler, gigantesque à l'époque, gigantesque, que toutes les rentrées en devises fortes, c'est-à-dire les ventes d'armes, les ventes d'or, les ventes de diamants et surtout les ventes de pétrole, n'aboutissent qu'à des recettes de 24 à 26 milliards de dollars. Ce qui peut paraître énorme, mais c'est rien. 24 à 26 milliards de dollars, c'est même pas le tiers du chiffre d'affaires d'une entreprise comme Exxon ou la moitié du chiffre d'affaires d'une entreprise comme General Motors. Et l'idée qui germe effectivement, notamment chez un homme qui s'appelle Kesey, à l'époque, qui est le directeur de la CIA, c'est de dire, en effet, voilà, on va demander à l'Arabie Saoudite d'inonder totalement, je veux dire, le marché mondial en pétrole, de façon à faire chuter complètement les cours. Et là, l'Union soviétique s'effondrera, sera asphyxiée économiquement. Et ça va durer 2 ans, ces négociations de pression, etc. Et au bout de 2 ans, les Saoudiens cèdent et
Du jour au lendemain, en quelques mois, les cours évidemment chutent totalement, et l'Union soviétique, et Gorbatchev le reconnaît après d'ailleurs, est totalement asphyxié. Alors, vous expliquez que l'Arabie Saoudite aujourd'hui, et ça c'est vraiment le grand scoop du bouquin, voit ces gisements arriver à terme. Vous dites c'est un secret, mais c'est pas 30 ou 40 ans de réserve qu'il y a dans le sous-sol saoudien, mais seulement 3 ou 4. C'est pas beaucoup. Non, c'est très peu. Et surtout, mais ce qui est une chose assez fascinante, c'est que tous les chiffres, par exemple, concernant le pétrole et les réserves prouvées, les réserves prouvées, ce sont les réserves qui sont les réserves soi-disant officielles, sur lesquelles nous basons notre croissance et notre ressource, sont des chiffres faux, mais totalement faux, pour une raison très simple, c'est qu'en 1986, par un simple jeu d'écriture, c'est-à-dire par une manipulation comptable, les pays de l'OPEP ont décidé d'augmenter de 65% le montant de leurs réserves de pétrole. Mais sans qu'il y ait eu de nouvelles découvertes. Par exemple, en Arabie Saoudite, la dernière découverte pétrolière importante remonte à 1967. Simplement, c'était bon pour des raisons aussi financières, parce qu'il s'agissait d'augmenter leur quota de production, de valoriser effectivement donc leur production davantage. Et donc, ce qu'on découvre, c'est que par exemple, l'Arabie Saoudite, qui a soi-disant 260 milliards de barils donc, dans son sous-sol, et qui n'en avait que 150 milliards avant cette manipulation comptable de 1986, est dans une situation totalement artificielle. Vous allez sur le grand champ, par exemple, les puits pétroliers en Arabie Saoudite, 90% des puits pétroliers sont représentés, 90% de la production saoudienne est représentée par 7 champs pétroliers. Le plus grand d'entre eux s'appelle Ghawar et il fait 250 km de long. C'est le plus grand champ pétrolier au monde. Il est exploité depuis 1948. Et aujourd'hui, les Saoudiens, pour arriver encore à faire jaillir du pétrole de ce champ, effectivement, sont obligés d'injecter tous les jours, c'est une technique, sont obligés d'injecter tous les jours 7 millions de mètres cubes d'eau pour maintenir une pression suffisamment forte pour faire jaillir ce pétrole. Autrement, il n'y en aurait plus. Et la vérité, c'est que quand vous discutez avec les gens de l'Aramco, c'est le consortium pétrolier qui, avant d'être nationalisé, était dirigé par les Américains. Quand vous discutez avec les pétroliers américains, ils vous disent il y a environ, nous avons toujours considéré qu'il y avait 130 à 140 ou 150 même milliards de barils de pétrole saoudien. Et tout le monde tombe d'accord aujourd'hui pour reconnaître le chiffre officiel, pour dire il y a 100 milliards justement de pétrole saoudien qui a déjà été extrait. Alors faites le compte, il reste à peu près 50 milliards de barils. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, 50 milliards de barils, c'est même pas 2 années de production. Alors s'il y a plus de pétrole en Arabie Saoudite, il y en a où alors? Mais le vrai problème est là, c'est que nous sommes dans une situation historique sans précédent. Depuis 1973, nous avons foré partout. Et tout le monde tombe d'accord pour dire qu'aujourd'hui, on peut trouver encore du pétrole, mais on ne trouvera plus de grands gisements géants sur lesquels nous avons tablé effectivement notre croissance, notre prospérité. Vous n'avez pas l'air d'accord, Jean-François? Non, je pense qu'il y a encore, en Asie centrale en particulier. Non, mais j'en reviens justement d'Asie centrale. Vous prenez le cas de la mer Caspienne, cité par Jean-François Kahn. L'Ouzbékistan, impasse absolue. On a cru que c'était effectivement l'Eldorado pétrolier. Le Kazakhstan à côté, je veux dire, on a fait entre 20 et 25 forages. Les 3/4 sont avérés négatifs. Il y a simplement 2 champs pétrolifères. Donc vous dites que les réserves de pétrole, en fait, sont beaucoup moins importantes que ce qu'on nous raconte. En gros, quoi, il y a un énorme bluff. Que l'administration Bush est parfaitement au courant de cette situation et que d'ailleurs, dès son entrée en fonction, Bush avait planifié d'envahir l'Irak. Il y a une carte qui date de mars 2001, c'est-à-dire quelques mois avant le 11 septembre, que vous avez vue, où on voit 8 zones d'exploitation de l'Irak, comme ça, près de la frontière saoudienne. C'est-à-dire qu'ils ont pensé à un moment que l'Irak allait remplacer l'Arabie Saoudite comme producteur de pétrole. Oui, parce que s'il y a une administration, en tout cas un pays au courant de l'état réel des réserves saoudiennes, c'est bien évidemment les États-Unis, dans la mesure où les compagnies américaines ont exploité pendant des décennies le pétrole saoudien. Et la chose très surprenante que j'ai découvert, c'est qu'en arrivant donc au pouvoir et à la Maison-Blanche en janvier 2001, ce qui préoccupe l'administration Bush, c'est pas la sécurité, c'est pas le terrorisme, c'est en effet l'énergie. Et Cheney, d'ailleurs, a tenu des propos, quand il était encore à la tête d'Haliburton, un an auparavant, très alarmistes, disant dans quelques années, nous allons avoir besoin de 50 millions de barils jour supplémentaires. Où allons-nous les trouver? Et il ajoute d'ailleurs, effectivement, de façon confidentielle, l'Arabie Saoudite ne pourra pas les produire. Et qu'est-ce qu'on découvre qu'en janvier 2001, il y a création d'une commission sur l'énergie qui est présidée justement par le vice-président Cheney. Et la chose très surprenante, c'est que cette commission siège dans le plus grand secret. On ne connaît pas le nom des membres, on ne connaît pas l'ordre du jour, on ne connaît pas effectivement les personnes effectivement, qui siègent effectivement ou qui sont effectivement appelées devant cette commission, au point qu'une journaliste
fort réputé et fort estimé du Washington Post, qui s'appelle Dana Milbank, surnomme cette commission la société secrète. Et je vous passe les détails. Donc il y a un certain nombre de membres du Congrès qui s'alarment. On se dit, écoutez, quand même, cette commission fonctionne avec de l'argent public. Par conséquent, effectivement, les travaux de cette commission doivent être rendus publics. Refus de la Maison-Blanche qui oppose le privilège de l'exécutif, le secret de l'exécutif. 2 ans de bataille juridique. Au bout de ces 2 ans de bataille juridique, à la grande fureur de Cheney, 3 documents doivent être rendus publics par cette commission. Et l'un des documents, comme vous le disiez, c'est une carte de l'Irak estampillée mars 2001, je l'ai eu entre les mains, où il y a en effet donc, le découpage du tiers du territoire irakien en 8 lots. Donc on est bien d'accord, c'est 8 mois avant le 11 septembre. Oui, absolument. Une carte de l'Irak avec des zones découpées qui sont donc un substitut à la production saoudienne. Oui, dans la mesure où on considère que l'Irak est le 2e producteur mondial et pourrait effectivement suppléer, bien sûr. Je pense. Ça n'a pas marché. Oui, ça n'a pas marché. Ça, c'est autre chose. Ça n'a pas marché, mais enfin, de là à penser que le 11 septembre a été un prétexte pour s'emparer de cette zone-là, il n'y a pas loin. Ça a été, en tout cas, cette tragédie a été, je dis pour cette administration, peut-être une divine surprise. Oui, bien sûr. Alors, au-delà du déclin des ressources d'Arabie Saoudite, tous les chiffres donc, des réserves pétrolières sont faux. Et le vrai problème, on le voit très bien, c'est que par exemple, aujourd'hui, pour 6 barils tous les jours que nous consommons, il y a un seul baril seulement qui est découvert. Ça, c'est tout à fait. C'est intéressant, ça. Ça, c'est quand même très, très. Et par exemple, les grandes compagnies, les 10 premières compagnies mondiales, donc c'est quand même, ont investi 11 milliards de dollars donc, en frais de recherche et d'investissement. Et elles ont trouvé simplement l'équivalent de 4 milliards de dollars de réserves, de ressources nouvelles. C'est peu. Ça me rappelle une pub. Qu'est-ce que c'était pour un baril, on vous en donne un, là. Aide-le pour les vannes, hein, parce qu'il est à la rue. Non, ce que vous nous dites, non, mais ce que vous nous dites là, comme ça, c'est qu'en fait, là, ça y est, c'est la première fois où il est à peu près officiel qu'il n'y aura plus de pétrole. Mais c'est la première fois, en fait, où on se trouve dans une situation où le déclin, mais vraiment marqué, de la production et des réserves, coïncide avec une espèce de formidable explosion de la demande et de la consommation mondiale. Avec la Chine. Et voilà. Mais quand vous allez en Chine, je suis allé à Pékin, j'ai rencontré le conseiller pour l'énergie du président chinois, et là, cet homme, qui est le professeur Ma, et qui est un homme fort intelligent, revenait de Washington et il me dit, la chose qui nous préoccupe, c'est pas tellement les prix du pétrole. Il dit, parce que ça, nous sommes en mesure de payer beaucoup plus cher. Le vrai problème pour nous, il dit, c'est la sécurité de nos approvisionnements. Et nous avons 12 000, parce que la route est longue. 12 000 kilomètres, absolument. Et il dit, les Américains sont en mesure de couper nos lignes d'approvisionnement quand ils le veulent. Et on sent très bien que c'est une énorme angoisse pour les Chinois. C'est que les Américains sont présents en Irak, ils sont présents au Moyen-Orient, etc. Donc en fait, ils tiennent les ressources pétrolières et les Chinois sont obligés d'être demandeurs. Bien sûr. Vous en pensez quoi, Philippe? Vous alors? Il n'y aura plus de pétrole dans pas longtemps, quoi. Il y aura autre chose, mais je ne sais pas quoi. Vous vous intéressez pas encore aux énergies de substitution? Mais si, justement, je m'y suis intéressé et le vrai problème, c'est qu'on ne trouve pas d'énergie de substitution qui permette... Le pétrole, en fait, c'était la matière première. Voilà, d'abord, c'était le pouvoir. En plus, c'était évidemment... Elle offrait un certain nombre de dérivés. On est à 300 000 dérivés, vous vous rendez compte? Nos vêtements, par exemple, l'alimentation. Et quand vous parlez des milliards de dollars consacrés à la recherche du pétrole, quel est le chiffre, quelle est l'équivalence en substitut, en recherche de substituts beaucoup moins. Mais quel pourcentage? Mais la vérité, 0,0004%, pour l'instant, rien du tout. Mais le vrai problème, c'est que pourquoi les pétroliers n'en font pas plus? Parce qu'ils savent très bien qu'il n'y a pas d'énergie de substitution qui puisse se substituer au pétrole. Et c'est ça le vrai problème. Et le vrai problème, au fond, les pétroliers et quelque part les producteurs, en mentant sur le montant des réserves, sont tout à fait dans leur rôle. Mais ce qui est tout à fait, de mon point de vue, choquant, c'est justement quelque part le silence des États et des gouvernements. Et ça, je trouve que c'est impardonnable. Et quelque part aujourd'hui, on a un lobby pétrolier qui aujourd'hui... Non, oui, mais c'est pas seulement ça, mais qui devient plus alarmiste aujourd'hui que les gouvernements. Par exemple, vous regardez le dernier rapport d'Exxon. Exxon commence à dire, vous savez, nous sommes dans une période de déclin rapide de la production, il faut se préparer à l'après-pétrole, nous ne savons pas de quelle manière. Enfin, bon, bref. Silence assourdissant des gouvernements. La phrase d'Henri Queuille, je suis sûr que vous aimez Henri Queuille. Henri Queuille, qui était une grande figure de la 4e République, disait il n'y a pas de problème politique, si complexe soit-il, qui ne puisse être réglé par une absence de décision politique. Eh bien là, je crois qu'il se trompe, c'est tout. Et le vrai problème est là aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, les politiques sont complètement, je vais dire, absents et atones. Par exemple, l'Agence internationale de l'énergie, qui a toujours été une agence qui réunit les principaux pays industrialisés, qui a toujours été une agence extrêmement euphorique, etc., présente
ans, une vision, mais vraiment très optimiste, 40, 50 années de pétrole. Aujourd'hui, tout est révisé. Par exemple, le chef économiste, Fatih Birol, je raconte, il y a une anecdote. L'année dernière, il y a un congrès sur l'énergie. Ce type, qui est un type brillant, prononce un discours très convenu, et puis il descend de la tribune, et puis il se met à parler avec quelques délégués en disant, de toute façon, si l'Arabie Saoudite n'est pas en mesure de produire 3 millions de barils supplémentaires, nous courons la catastrophe, ça va être très difficile. Et à ce moment-là, il y a une journaliste de BBC qui est à côté qui lui dit et vous pensez que... Ah, il dit, vous êtes journaliste? C'est pas pour vous. Et la journaliste de la BBC fait le tour des délégués. Il dit, vous pensez que l'Arabie Saoudite peut représenter effectivement une alternative? Et les délégués répondent, 3 millions de barils le jour, c'est impensable. L'Arabie Saoudite ne peut même plus produire 300 000 barils supplémentaires. Donc voilà. Bien. Et cet homme, Fatih Birol, a eu une phrase merveilleuse. Il a dit, le pétrole, c'est qu'une petite amie. Vous savez un jour qu'elle va vous quitter, qu'elle va vous briser le cœur. Donc il vaut mieux la quitter avant. Il faut faire la même chose avec le pétrole. La face cachée du pétrole. C'est publié chez Plomb, mesdames, messieurs. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.